Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, on est en train de vivre un véritable carnage sur les valeurs bancaires américaines. C'est juste dingue. Là, c'est l'indice des valeurs régionales, des banques régionales américaines, qui est en train de perdre 9% à l'heure où je vous parle. On a également cette banque, Western Alliance Bancorp. Regardez un peu la chute brutale. Hier, il y a quelques jours, hein, le 6 mars, ça valait 75. Là, ça vaut 18. C'est-à-dire, et au plus bas, elle nous a fait du 7 dollars. C'est-à-dire qu'elle a perdu 89 dollars en quelques mois. C'est un graphique hebdomadaire, hein, en graphique journalier, ça donne ça. C'est un truc de fou, quoi. Et encore une fois, ça commence, et pourquoi et comment expliquer cette crise? C'est tout simplement le fait qu'on a eu un vent de panique. C'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de psychologie. Et beaucoup de gens, par exemple, parlent des fondamentaux. Moi, j'adore les fondamentaux. Je considère que effectivement, ce qui fait monter un cours boursier à long terme, ce sont les fondamentaux. Mais beaucoup de gens ont tendance à négliger le côté psychologique. Et là, que ce soit pour la Silicon Valley Bank, que ce soit pour les banques régionales, il y a eu juste un phénomène de panique. C'est-à-dire que, en fait, ces banques, le problème, c'est que avec l'inflation, on a eu une hausse des taux d'intérêt. Et qui dit hausse des taux d'intérêt dit à un certain moment que des banques qui n'ont pas anticipé cette hausse des taux d'intérêt, qui ont fait de mauvais placements, eh bien, se sont retrouvées en difficulté. Et donc, par exemple, quand vous avez Apple récemment, Apple qui annonce une sorte de livret A, ou compte de dépôt normal, hein, regardez ce qu'ils annoncent verser 4,15% à tous ceux qui détiennent une carte Apple. Donc en fait, tout est arrivé au même moment. C'est-à-dire que ces banques régionales, elles avaient pas mal de petits business ou de particuliers qui déposaient de l'argent chez eux. Il y a eu effectivement ce phénomène de panique. Beaucoup de gens et beaucoup de particuliers, beaucoup d'entreprises ont commencé à retirer leur argent massivement, les ont déposés dans les grosses banques, type JP Morgan, etc. Donc on a eu un afflux record de dépôts dans ces grosses banques. Et finalement, ces banques régionales se sont retrouvées en grave difficulté. Bien sûr qu'il y a des erreurs de management, bien sûr que... Et c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'une crise, on l'anticipe de très très loin, mais ensuite, effectivement, quand ça arrive, personne n'est préparé. Rappelez-vous, moi, quand je vous parlais de l'inflation, je vous en ai parlé en 2021 dans mes vidéos. Je vous en parlais et même en 2020, j'en ai parlé. Et je l'ai partagé sur mon groupe Telegram. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, beaucoup de gens disaient non, c'est impossible, Tammy, on n'aura que de la déflation. On avait également des grands économistes qui considéraient qu'il ne fallait pas effectivement prendre en compte l'inflation. Janet Yellen, hein, qui est aujourd'hui la ministre de l'économie US, sous-estimait l'inflation. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'économistes de premier plan parce que Janet Yellen, c'est une très, très grande économiste. Hein. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais avant d'avoir été ministre et gouverneur de la Banque centrale de la Fed, elle était une grande économiste. Hein. Tous les économistes la connaissent, ils connaissent ses papiers, etc. Donc, elle est d'abord très réputée pour son travail d'économiste. Et Janet Yellen avait dit l'inflation, j'y crois pas trop. Donc, beaucoup de personnes, que ce soit au plus haut niveau, la Fed, les dirigeants politiques, les dirigeants économiques, mais également les managers, les directeurs de banque, etc., ont sous-estimé le danger. Malheureusement, c'est toujours la même chose. Et donc, Western Alliance, hein, qui a fortement chuté ces derniers temps, elle est sur le point de vendre ses actifs dans un contexte de krach boursier aux États-Unis. Je vais y arriver après. Je vais vous donner mon avis sur le marché financier. Je vais vous dire s'il a changé ou pas par rapport à la dernière fois. Mais on a cette banque qui aujourd'hui est sur le point de vendre tout ou partie de ses activités bancaires. Un autre scandale aux États-Unis, c'est Goldman Sachs. Goldman Sachs, impliqué dans la Silicon Valley Bank, dans l'opération ratée avec la Silicon Valley Bank. Et bien évidemment, on a beaucoup de personnes qui se posent des questions. On a eu l'effondrement de la First Republic Bank, des chutes des banques régionales. Je vais vous en parler plus tard. Je vais vous montrer les graphes. Les banques régionales américaines. Donc, ce sont des banques commerciales, des banques traditionnelles, sauf que elles n'ont pas l'envergure des grosses banques, etc. Et ces banques, aujourd'hui, encore une fois, il y a eu une fuite massive de capitaux, c'est-à-dire que les particuliers, les entreprises
ont récupéré leur fric, ils l'ont mis dans les grosses banques et ces petites banques sont aujourd'hui en grave difficulté financière, économique. Mais ces petites banques, et il y a Bill Ackman qui en parle, c'est un grand spéculateur. Bill Ackman, il dit voilà, ces petites banques, elles sont essentielles à l'économie. Parce que qui permet les crédits aux petites entreprises, aux PME, qui permet également de financer les crédits immobiliers, etc. Bah, ce sont ces banques régionales. Ce n'est pas JP Morgan, ce n'est pas Goldman Sachs. Et donc, le problème, c'est que si ces banques sont en faillite, ça risque d'avoir des répercussions assez graves sur l'économie US. Et enfin, dernier point avant de revenir sur l'analyse, la partie analyse, l'euro. Ah, l'euro. Moi, je me souviens l'année dernière, les vidéos qui vous expliquaient que l'euro était fini, que c'était la fin de l'euro, que la fin de l'euro est inévitable. L'euro est à son plus haut historique depuis 13 mois. Et encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je considère que l'Europe, que la zone euro est en difficulté. D'accord? C'est normal. C'est logique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des réformes à mener, il y a un gros problème de concertation des politiques économiques, etc. Donc, tout pourrait nous laisser penser que l'euro est fini, que l'euro n'a pas sa place, que l'euro, bientôt il va disparaître. Mais le problème, encore une fois, c'est que les choses ne sont pas aussi simples, ne sont jamais simples. Si l'euro progresse, c'est parce qu'on considère que le dollar est faible. Et vous savez, les investisseurs, hein, ils investissent sur le dollar, mais ils investissent également sur le dollar. Sur le dollar, mais ils investissent également sur l'euro. Ils ont des monnaies de réserve, hein, les grandes banques centrales, les grands États, ils vont investir sur différentes monnaies. Et avec ce qui se passe avec les États-Unis, avec le conflit entre la Chine et les États-Unis, eh bien, effectivement, l'euro représente effectivement une alternative intéressante. Maintenant, est-ce que ça explique le rebond? Oui et non. C'est-à-dire que le rebond, il s'explique d'abord et avant tout par de la psychologie, c'est-à-dire qu'à un certain moment, quand il y a eu la baisse et que tout le monde disait c'est la fin du monde, etc., beaucoup de gens se sont mis à vendre l'euro. On a commencé à dire vendez votre euro, achetez de l'or, achetez ceci, achetez cela. Et moi, je me souviens que l'année dernière, j'avais un étudiant qui m'a dit Tammy, est-ce que ça y est, tout est fini, toutes les monnaies sont finies et il n'y a que le dollar? J'ai dit bon, c'est un excès. Ça ne va pas durer très longtemps et attention parce qu'on risque d'avoir une correction. C'est ce qu'on a eu. Je ne m'attendais pas à une telle correction pour être honnête avec vous. Mais encore une fois, il faut se méfier. Quand il y a des excès, quand tout le monde dit la même chose, il faut toujours se dire attention, il y a peut-être un danger. Donc, en ce qui concerne l'euro, premièrement, moi, je pense qu'il y a eu un excès de vente à la baisse. Deuxièmement, il faut savoir qui achète l'euro, qui achète le dollar, d'accord? Et donc, probablement que les banques centrales de certains pays se sont dit, il vaut mieux investir sur l'euro, surtout qu'il n'est pas cher, d'accord? Attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui enterrent l'Europe, qui disent l'Europe est finie, etc. L'Europe, elle est encore là, elle va encore rester là. Je ne suis pas un euro pessimiste. Je pense qu'il y a des difficultés. Il y a des problèmes, il y a des choses à régler, mais que ce n'est pas la fin de l'Europe, loin de là. Hein. Encore une fois, désolé de décevoir certaines personnes qui vous expliquent qu'il faut tout vendre, qu'il faut acheter de l'or, qu'il faut acheter des cryptos, que tout va s'effondrer. Moi, je ne fais pas partie de ces gens qui sont totalement pessimistes et voilà, qui raisonnent à très court terme. Je pense, encore une fois, l'histoire nous l'a prouvé. Ces personnes nous expliquent depuis 10 ans, depuis 20 ans que c'est la fin du monde, que c'est la crise systémique internationale, que tout va s'effondrer, la bourse, elle a monté, monté, monté. Et c'est justement là où on va arriver. Quel est mon bilan? Quel est mon point de vue sur les banques? Donc, et sur l'économie et sur les indices. Bon, les banques régionales, je pense que vous avez compris. C'est véritablement un secteur qui est en difficulté parce qu'il y a eu un phénomène psychologique. Maintenant, si on regarde les indices, par exemple, le SP500, on va le regarder à long terme. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais dit dans ma dernière vidéo? Je vous avais dit on est bloqué entre deux grandes zones, d'accord? Et deux grands niveaux, 430, 359. Clairement, qu'est-ce qui va se passer? On va jouer avec ces bornes. OK, donc là maintenant, le S&P baisse, mais est-ce que c'est un crack? Non. Il baisse, ok, il peut baisser jusqu'à 359, puis il peut faire du surplace. Qu'est-ce que je vous avais dit également dans ma dernière vidéo? Je vous avais dit, moi je vais commencer à parler de crack, on va commencer à casser cette moyenne mobile. Elle passe autour des 380 et là, effectivement, on va avoir quelque chose qui pue. C'est-à-dire que si les indicateurs techniques ne parviennent pas à passer par le haut, ça veut dire qu'il y a
clairement un momentum baissier, qu'il y a une puissance vendeuse. Et donc, à partir de là, il faudra être très, très vigilant et on risque de se retrouver dans une configuration de crack. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je vous ai dit, je travaille beaucoup avec des options parce que je ne sais pas ce que va faire le marché. Comme Warren Buffett. Maintenant, je sais que, et comme Warren Buffett, parce que j'ai vu des abrutis dire « Ouais, Tammy, c'est pas ce qu'il veut. » Non, c'est faux. Mais justement, notre idée, c'est quoi? C'est pas de se dire « On sait ce qui va se passer. » Personne ne sait ce qui va se passer. Personne. Maintenant, c'est de se dire « Je vais acheter un actif pas cher. » D'accord? Je vais acheter un actif pas cher, c'est-à-dire un actif qui est sous-évalué. Donc la valeur fondamentale, c'est ce qu'on appelle la vraie valeur, la valeur d'un actif financier. Donc cette valeur fondamentale, on va la déterminer grâce aux bénéfices par action, le PE, le nombre de fois les bénéfices que les investisseurs sont prêts à payer. Donc on va utiliser plein de critères pour évaluer la valeur d'un actif financier. Maintenant, notre job en tant qu'investisseur, c'est pas de dire « Ah, j'ai chopé le point bas. » Ça, c'est un abruti. Le gars qui va vous dire « Ah, j'ai chopé un point bas. » Bah, tant mieux pour toi. Mais je m'en fiche. D'accord? Est-ce que Warren Buffett, il te dit « J'ai chopé un point bas ?» Il dit « Non, j'ai mis plusieurs mois à acheter Coca-Cola. » C'est-à-dire que le mec, il va commencer à accumuler Coca-Cola petit à petit, petit à petit. Donc, on a ce que l'on appelle la valeur fondamentale, c'est-à-dire la vraie valeur d'un actif. Maintenant, entre-temps, qu'est-ce qui va se passer? On peut avoir un actif, d'accord, qui va monter, qui va baisser, qui va monter, qui va baisser. Mais à long terme, il va tendre vers sa valeur fondamentale. Comprenez-moi bien. C'est-à-dire qu'un actif, pendant 5 ans, pendant 10 ans, il peut ne rien faire. Et puis, subitement, il va se réveiller et je vais... Mais ça, encore une fois, ça dépend de quoi? Ça dépend, vous l'avez compris, de la psychologie des opérateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un actif, normalement, si on est logique, si on est cohérent, il a une valeur. Cette valeur, elle peut évoluer avec le temps, elle peut progresser, bien sûr, mais cette valeur, elle est là, elle existe, d'accord? Et encore une fois, on peut l'évaluer de différentes manières. Par exemple, pour un bien immobilier, on va calculer les loyers, on va calculer le rendement. Par exemple, est-ce que le rendement est de 5%, 10%? Et à partir de là, ça va nous permettre de déterminer, OK, le bien immobilier devrait valoir tant parce que les loyers sont de tant. Pour les actions, on parle de dividendes. Donc, est-ce que le dividende est de 3%, de 5%? Et à partir de là, ça va nous permettre de déterminer la valeur d'une action à dividende. Et pour une action genre de croissance, genre Apple ou Meta, le bénéfice par action, c'est-à-dire ce que gagne une entreprise divisé par le nombre total d'actions. Et à partir de là, on va essayer d'évaluer la valeur de l'entreprise dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Maintenant, quand on a un actif qui est sous-évalué, ça ne veut pas dire qu'il va monter. D'accord? Ça veut dire qu'il n'est pas cher. Mais il peut être pas cher pendant 1 an, pendant 5 ans, pendant 10 ans. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, il peut également y avoir des informations qu'on n'a pas. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous montrer un exemple concret. Silicon Valley Bank, d'accord? Silicon Valley Bank. Alors, cette banque, selon Guru Focus, j'utilise beaucoup Guru Focus, cette banque avait une très bonne note. Elle était de 91, ça veut dire qu'elle est très très bien. Cette banque est également ce que l'on appelle sous-évaluée. Vous voyez ici, il nous dit, OK, la valeur, elle est 50% en dessous de la valeur fondamentale. La valeur fondamentale, c'est ce qui est en noir ici, d'accord? La valeur fondamentale, c'est-à-dire la valeur qu'on évalue. Alors, il y a plusieurs critères pour évaluer la valeur fondamentale. Donc, une personne, elle voit Silicon Valley Bank, elle se dit, waouh, c'est super, c'est une opportunité, on est d'accord. Tu vois le truc, tu dis, c'est pas cher, ça coûte pas cher. Sauf que on n'avait pas l'information. On ne savait pas que cette banque allait faire faillite, que du jour au lendemain, on allait avoir Peter Thiel qui va dire aux startups, allez, vendez ou récupérez votre argent de cette banque. On n'avait pas toutes ces informations. Donc, concrètement, cette action n'était pas chère, mais dans les faits, même pas cher, il ne fallait pas l'acheter. Pourquoi? Parce qu'il y avait également le côté psychologique. Et donc, je vois beaucoup d'abrutis, désolé de l'expression, beaucoup d'abrutis dire « Ouais, à quoi ça sert les graphiques? À quoi ça sert l'analyse technique? Ça sert à rien. » Bah, regarde les plus gros gérants de hedge funds. Paul Tudor Jones utilise l'analyse technique. Steve Allen Cohen, c'était quand même le dieu des hedge funds, utilise l'analyse technique. Il avait même un analyste technique attitré
Tom DeMark. Donc, les plus gros gérants de hedge funds au monde utilisent l'analyse technique. Tu as un abruti qui va te dire, oh, ça sert à quoi? Ça sert justement à prendre en compte la psychologie des marchés. Je vous invite également à lire Bruce Kovner. Ça a été également l'un des plus gros gérants de hedge funds américains. Et Bruce Kovner, il dit, OK, l'analyse fondamentale, elle est importante parce qu'elle nous permet de déterminer la valeur d'un actif. L'analyse technique, la psychologie. Justement, si tu achètes un truc, tu dis, OK, ça, c'est pas cher. C'est 50% du prix. OK, mais si ça continue de s'effondrer, est-ce que tu l'achètes? Et c'est ça le truc, c'est que beaucoup de gens n'ont pas compris que, en fait, les deux ne sont pas opposés. Ce n'est pas l'analyse technique versus l'analyse fondamentale. C'est l'analyse technique et l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, long terme, valeur, etc. L'analyse technique, la psychologie. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Et moi, je vous invite encore une fois, pour ceux qui n'ont pas lu L'Art du Trading, il y a plein d'études de cas. Je vous parle de Enron, je vous parle de plein d'études de cas. Et j'essaie de démontrer tout ce que j'avance de manière très concrète. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, on a énormément d'actifs qui sont sous-évalués. Et j'en ai acheté quelques-uns, d'accord? Donc, Adobe, j'ai acheté du Google, j'ai acheté du Microsoft, hein, j'ai acheté pas mal d'actifs. Maintenant, j'ai pas, et je l'ai dit publiquement, j'ai mis des billes, d'accord? Si jamais ça part, super. Si jamais ça s'effondre, j'ai encore du cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce qui se passe aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que je suis super content, non. Mais ça fait partie de mon job. C'est-à-dire, mon job, c'est j'attends. J'attends, je patiente. Et à un certain moment, il me faut les deux. Il me faut la valeur fondamentale qui soit au top. C'est-à-dire, je veux acheter un actif sous-évalué, donc pas cher. Mais je veux également le côté analyse technique, c'est-à-dire la psychologie. Donc, une fois, maintenant, je vous ai parlé un peu de ma manière de travailler, de ma méthodologie, de comment je vois les choses. On va à présent étudier les indices et on va à présent étudier même les indices et des banques régionales. Alors, ça, c'est l'indice KRE. KRE, vous voyez, c'est Regional Banking, ETF des valeurs bancaires régionales. Il s'est littéralement effondré et il valait 78, il vaut 35, c'est-à-dire qu'il a été divisé par 2. Et là, on voit que, vous voyez, ça baisse très, très fortement. Maintenant, est-ce que c'est acheteur? Ben non, depuis un certain temps, regardez, il est sous les moyennes mobiles. Sous les moyennes mobiles, pour le moment, les indicateurs techniques sont vendeurs. Donc, c'est toujours vendeur. Est-ce que c'est sous-évalué? Oui, oui, c'est très sous-évalué. Mais est-ce que ça suffit d'avoir une action qui est sous-évaluée? Regardez, ça c'est First Republic Bank. Ça valait 180 $. Et regardez, techniquement parlant, ça baisse, on est sous les moyennes mobiles, il n'y a aucun signal acheteur. Donc, je vais revenir ici sur Guru Focus. Est-ce que First Republic Bank était sous-évalué? Grave. Est-ce qu'il fallait l'acheter? Non. Je pense que vous commencez à comprendre un peu la logique. C'est-à-dire qu'on peut avoir un actif qui coûte pas cher, mais ce n'est pas parce que ça vaut pas cher qu'il faut l'acheter. D'où, encore une fois, l'analyse technique, parce que ça permet de compléter l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, elle nous dit, OK, ça vaut le coup, c'est pas cher. L'analyse technique, elle nous dit, c'est le bon moment de l'acheter. Il y a des acheteurs, on est sorti de la zone de danger. Donc, les deux sont extrêmement importants. Et donc, à partir de là, si vous maîtrisez les deux, c'est un énorme avantage. Pourquoi? Parce que l'analyse fondamentale, clairement, à long terme, c'est puissant. Parce que ça permet, par exemple, je ne sais pas moi, alors moi, je vais parler d'Apple. Allez, Apple, je vais vous montrer un peu le truc. Par exemple, ici, Apple était sous-évalué. D'accord? En vert, ça veut dire, donc ça valait 61. Puis vous voyez que ça monte sur cette. Vous voyez ici, Apple était bien sous-évalué. Puis là, elle est surévaluée pile poil en 2022, quand tout le monde commençait à acheter. Donc, vous voyez que c'était surévalué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est trop cher. Il ne faut pas acheter Apple. Et puis ensuite, ça s'effondre. Et là, regardez, on est à la bonne valeur. Est-ce qu'il faut acheter Apple aujourd'hui? Non, il faut attendre une correction pour commencer à envisager d'acheter Apple. Maintenant, clairement, si Apple s'effondre, il faut également attendre des retournements avec des indicateurs techniques, etc. Donc, on peut bien évidemment travailler ses positions si on est Warren Buffett et qu'on a le temps et qu'on a bien étudié le dossier. Parce qu'encore une fois, Warren Buffett, il a des infos que moi, je n'ai pas, que beaucoup de gens n'ont pas, que très peu de gens ont. Donc, lui, il va bien maîtriser le dossier.
Donc, à partir de là, quand il va acheter, par exemple, là, récemment, il a vendu USB. Je ne sais pas si vous connaissez US Bank Corp. Et cette banque, le problème de USB, idem, elle est sous-évaluée, cette action. Regardez, elle est à 42% sous sa valeur fondamentale. Elle est sous-évaluée. Et il l'a vendue. Et il a eu raison, parce que cette banque, elle s'est effondrée. Regardez, USB. Et juste après, regardez, tac, ça s'effondre. Donc, cette banque, elle est pas top. Donc, et techniquement parlant, elle est toujours vendeuse. Donc, vous voyez bien que les valeurs bancaires régionales, soit vous jouez, bien sûr, vous pouvez travailler avec des options, etc. Parce que quand ça s'effondre fortement, vous avez la volatilité qui explose et il y a des stratégies géniales à faire avec des options. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Maintenant, techniquement parlant, on ne peut pas dire que ce soit encore acheteur. On voit ici une énorme zone de support. Cette zone de support, d'ailleurs, ici, elle avait démarré en 2012. Donc, on voit ici un niveau de support qui a été tapé en 2020, d'accord, avec la crise de la Covid. Ici, on est dessus. Si on casse ça, imaginez, on casse un énorme niveau de support. Et Warren Buffett, il l'a vendu juste avant. Donc oui, moi, ça m'intéresse, USB Corp. Maintenant, est-ce que techniquement, c'est le moment? Non, c'est un peu tôt. Donc, on va attendre un petit peu, d'accord? Et quand ça va se revenir, peut-être qu'on va rater une partie du mouvement. Ou alors, si on se positionne, on accepte également le risque. Et on se protège, d'accord? Et d'où moi, je dis, encore une fois, j'insiste, stratégie sur option parce qu'on peut se protéger dès le départ. On peut prendre un risque limité avec des stratégies dès le départ qui nous permettent effectivement de capitaliser sur la hausse. Mais si jamais ça s'effondre, on limite les dégâts. Donc ça, c'est totalement possible avec les options. Mais si vous achetez l'action cash, non. Et donc là, ça devient dangereux. Donc si vous voulez acheter des actifs comme US Bank Corp, pour moi, il y a le premier danger, ben, ça va être ça, ça va être cette énorme zone de support. Soit on se dit, OK, là, le marché va tenir. Là, le marché va tenir. Et ça va être génial. D'accord? Il va stabiliser et ensuite il repart à la hausse. Soit ça casse et là, on rentre dans un truc de fou. Je ne sais pas dans quoi on rentre, mais ça va être un truc de fou. D'accord? Donc, j'espère qu'on ne va pas avoir ça. Maintenant, on va aller sur XLF. XLF, c'est des valeurs bancaires importantes comme JP Morgan, comme Bank of America, etc. C'est un peu mieux. D'accord? Mais regardez, on joue avec cette moyenne mobile. Pour moi, cette moyenne mobile est très, très importante. C'est-à-dire qu'elle sert souvent de support. Vous voyez ici, quand par exemple, on a eu la crise des subprimes, vous voyez, quand on a cassé, bam, on a eu un effondrement. Ensuite, quand on est repassé au-dessus, on a cassé cette moyenne mobile une seule fois. C'était en 2020, d'accord? Et ensuite, on est repassé au-dessus et là, on joue avec. Donc, vous commencez à voir l'importance de ce niveau. Si ça casse, ben, on peut se retrouver avec une situation du genre 2020, d'accord? Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose pour un investisseur, je vous rappelle. Mais pour l'économie, ça veut dire que ça pue, malheureusement. Et il faut dire les choses comme elles le sont. Maintenant, on va étudier le S&P. Bon, moi, je vous ai déjà fait mon analyse. Je vous ai dit, ça fait du surplace. Le Nasdaq, idem, ça fait du surplace. Maintenant, voilà, il corrige, d'accord? Le SPY également corrige fortement aujourd'hui. Hein. J'ai mis en weekly, en daily, on est aujourd'hui à 0,86% de baisse. Bon, il n'y a rien de... Pour le moment, ça peut corriger, d'accord? Ça peut corriger, ça peut faire ça, voilà. Et puis ensuite, mais pour moi, les deux gros niveaux, ils sont là. Les deux gros niveaux, ils sont là. OK? Donc, moi, encore une fois, je vous ai dit, si vous considérez que, si vous avez, je pense qu'il faut quand même avoir des connaissances solides. Parce qu'on est dans un marché, ce n'est pas un marché de rigolo. C'est-à-dire, il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir un mindset, il faut être patient, il faut être capable de se prendre une gamelle pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, de perdre de l'argent. Se dire, c'est pas grave. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut être hyper, super vigilant dans ces marchés. Et si tu es costaud, tu sais pourquoi tu achètes. Tu as une grosse conviction. Tu sais dans quoi tu vas investir.
À partir de là, ben, vas-y, bon courage, d'accord? Mais il faut faire le job, les amis. Il faut faire le job. Il n'y a pas d'argent facile, ça tombe pas du ciel. Derrière, effectivement, il faut bosser. Il faut bien connaître ses dossiers. Il faut bien savoir et il faut comprendre que l'investissement, c'est pas un truc pour les neuneux. C'est pas genre, oui, j'ai regardé une, deux vidéos, je suis un investisseur. C'est des années et des années de travail. Il faut travailler son mindset. Il faut, mais en même temps, investissement, c'est extraordinaire. Si tu n'investis pas ton argent, tu risques effectivement de te retrouver en grave difficulté. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la seule manière de protéger ton argent aujourd'hui, c'est de l'investir. Alors, petite parenthèse, hein, on va clôturer cette vidéo, on va conclure cette vidéo. Ça fait, ouais, je pense, plusieurs mois que j'ai pas publié vraiment de manière régulière des vidéos. Comme je vous l'ai dit, moi, ça fait 1 an et demi que je bosse à fond. Je me suis quasiment, voilà, totalement concentré sur la TKL, sur l'école, sur l'avenir de la TKL. Et j'ai compris également, hein, dès 2021, il y a une fameuse vidéo où je parlais de la possibilité d'un crack en 2021, où je disais, ça va être un marché compliqué et ça va être un marché où il va falloir être préparé. Donc, ça m'a permis de créer la formation sur les options OMI. Ensuite, j'ai créé une formation sur la valeur et enfin une formation sur les dividendes qui devrait sortir dans pas longtemps. Ça a été une période très éprouvante parce que moi, je suis quelqu'un qui bosse dur, mais là, j'ai jamais autant bossé de ma vie, hein. Moi, je suis agrégé d'économie. Pour ceux qui connaissent ce qu'est l'agrégation, c'est un truc pour les tueurs, hein. C'est pas un truc genre t'es en mode genre oui, la vie est belle et je vais réussir. Non, c'est les tueurs qui réussissent ce concours. T'es un nul entre guillemets, hein, c'est-à-dire tu fous rien, tu glandes rien, tu vas jamais réussir ce concours. Donc c'est vraiment un truc de malade et je l'ai réussi en plein divorce. Donc c'est pour vous dire que en termes de mindset, voilà, moi je suis un tueur en matière de boulot. Et ensuite j'ai écrit L'art du trading, psychologie des grands traders en 1 an, hein, 2 bouquins, 1000 pages en 1 an. Et c'était également une grosse épreuve, hein. Pour info, j'ai vendu plus de 100 000 livres sur la finance. Je pense que je suis l'un des auteurs financiers ou dans la finance qui a vendu le plus de bouquins, hormis, je mets entre parenthèses, Vernimen. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros bouquin de finance d'entreprise qui est génial, qui est énorme, j'adore. Et Vernimen, il est décédé, mais il a été repris, hein, par d'autres auteurs, Pascal Kéry, si ma mémoire est bonne, et un autre, donc ce sont des banquiers d'affaires, BNP Paribas, et ils enseignent également à HEC. Et je pense que ce bouquin a été vendu, ah oui, plus de 200 000 exemplaires. Bravo, hein, bravo. Mais c'est depuis, voilà, il y a plusieurs décennies, quoi, hein. Donc c'est bien avant l'art du trading, psychologie des grands traders. Donc vraiment, immense merci pour mes lecteurs. C'est vrai que c'est énorme d'avoir vendu 100 000 livres. C'est énorme. Beaucoup de gens ne le réalisent pas, mais voilà. Après, encore une fois, on n'est pas sur le marché américain. Je ne suis pas Kiyosaki. Kiyosaki, voilà, les Américains, c'est un autre monde, hein. Il faut bien le comprendre. Il y a les Américains et les autres. Et les Américains, c'est un autre marché, quoi. Mais je tiens sincèrement à remercier les étudiants, les TKLiens. Et c'est vrai que moi, pour moi, ça a été 1 année et demie de travail acharné. Donc, je suis pas un chômeur au sens genre, oui, non, non, je suis un putain de bosseur. Et les gens qui me connaissent le savent, je suis un putain de bosseur. Et quand je vous dis, ça fait 1 an et demi que j'ai bossé comme un acharné, c'est pas pour me la raconter ou pour faire joli, c'est parce que j'ai bossé comme un acharné. Et si j'ai bossé comme un acharné, c'est parce que je sais que il va falloir être prêt. 5, 10, 15 prochaines années, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Donc, il va falloir avoir un mindset de malade. C'est-à-dire que si vous tombez dans le piège de « c'est la fin du monde, oh là là, j'achète de l'or, j'achète du bitcoin, etc. » T'es foutu. T'es foutu. Donc, il faut devenir pro. Parce que, encore une fois, je pense que on va rentrer dans une ère de turbulence. On va avoir des marchés qui vont faire n'importe quoi. Vous voyez ce qui se passe? Les taux d'intérêt, l'inflation, les dettes des États qui sont records, le conflit États-Unis-Chine. Donc, il va falloir développer des compétences solides. Il va falloir développer un mindset solide. C'est-à-dire que si, par exemple, tu perds 50% sur tes positions, ne panique pas. Ne sois pas en mode « oh là là, c'est la fin du monde ». Et il faut comprendre et s'y préparer psychologiquement. Si tu parce que sinon, tu ne feras jamais rien et tu seras en mode bah, je fais rien. Et ensuite, ben, ton argent, l'inflation, et puis tu vas avoir d'autres mauvaises surprises.
et peut-être que tu seras au chômage, et plein de choses qui font que, à un certain moment, tu vas te dire, j'aurais dû prendre des décisions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement, je le dis souvent, la liberté financière, c'est pas un luxe, c'est une obligation. À part ceux qui donnent des leçons de morale, etc., quand tu seras dans la merde, personne ne viendra t'aider. Moi, quand j'étais dans la merde, que je me suis retrouvé au chômage, personne n'est venu m'aider. D'accord? Donc oui, c'est bien sympa de faire des grands discours, etc. Mais aujourd'hui, il y a clairement un impératif. Et je ne sais pas de faire peur. Moi, je l'ai vécu. J'ai vécu le chômage, j'ai vécu le fait d'être au top et de tout perdre du jour au lendemain. Je l'ai vécu. Donc je sais que on peut raconter ce qu'on veut. Alors je vais me mettre en grand comme ça va être plus sympa. Voilà, on peut raconter des histoires sur voilà il n'y a pas que l'argent dans la vie. Il faut pas faire peur aux gens. Non, mais si tu es en mode bisounours, bon courage, d'accord? Moi je sais pas te faire peur. J'essaie juste d'être réaliste. La réalité, c'est que le monde va devenir de plus en plus impitoyable. Vieillissement accéléré de la population. On parle des retraites. Mais arrêtez de rêver. C'est-à-dire, ok, si tu veux rêver, c'est super, je suis très content pour toi. Mais à un certain moment, les gens, ils vont devenir de plus en plus âgés. Il y a de moins en moins de jeunes. Et les personnes âgées, elles veulent toujours une retraite. Mais il faut arrêter de rêver, quoi. À un certain moment, il faut être réaliste. Sa retraite, il faut la faire soi-même. Et si vous avez une retraite, tant pis, tant mieux pour vous. Je vous dirais, c'est un bonus, c'est super. Mais si vous n'avez pas de retraite et que vous n'avez rien fait pour la préparer, bah, tant pis pour vous. Parce que, encore une fois, il faut être réaliste. Maintenant, si vous croyez ce qu'on vous promet, etc., tant pis pour vous. Donc, à un certain moment, il faut être réaliste. Il faut vraiment comprendre qu'on est dans un nouveau monde, que ce monde, il est compliqué, il est impitoyable, que les choses vont très, très vite. Moi, j'ai jamais vu les choses aller aussi vite. Ça va très, très vite. Et regardez, même les marchés financiers, ça monte, ça baisse. Les NFT, les cryptos, puis on a une nouvelle mode, puis une nouvelle mode, puis un nouveau scandale, mais ça n'arrête pas. Et donc, dans ce monde où il y a trop de bruit, vous avez les réseaux sociaux qui prennent une place de plus en plus importante dans nos vies. Vous avez plein de gens qui vous disent, voilà, attention, c'est la fin du monde. Mais oui, ouais, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. L'euro, il est fini. Ah bon? Merci de me dire, l'euro, il a son plus haut historique depuis 13 ans. Non, l'euro est fini. Depuis 13 mois, pardon, l'euro est fini. Ouais, il faut arrêter de dire des conneries, quoi. Et le problème, c'est que ces conneries, elles ont une audience incroyable. La lettre boursière américaine, qui fait des milliards de dollars de chiffre d'affaires, vous savez ce qu'elle fait, cette lettre boursière? C'est très simple. C'est la fin du monde. Ça fait des années et des années, le mec, ils te disent, il faut acheter de l'or, il faut vendre ses actions. Et moi, je me dis, attends, normalement, une lettre boursière qui gagne des milliards, elle devrait donner de bons conseils. Elle devrait dire, non, il ne faut pas acheter de l'or, il faut acheter des actions. Il faut voir long terme. Non, cette lettre boursière, elle te dit depuis des années, c'est la fin du monde, il faut tout vendre, acheter de l'or, etc. Et cette lettre boursière, ben, elle cartonne toujours. Et pourquoi? Parce qu'elle se base sur la psychologie humaine. Ils savent que si quelqu'un, mon discours, il est nul pour 99% des gens. Il est nul. Les gens, ils ne veulent pas écouter ce que je suis en train de dire. Ils veulent écouter, c'est la fin du monde, il faut acheter de l'or, tout va s'effondrer, les devises sont s'effondrer. L'euro n'existe pas, il n'y a plus d'euro. Mince, l'euro, il fait un nouveau plus haut historique. Non, l'euro, ça y est, c'est fini. Punaise, j'avais pas compris. Et donc, vous voyez un peu le truc, c'est-à-dire, tu as le côté psychologique, et donc, cette lettre boursière américaine, dont je ne vais pas te donner le nom, faites vos recherches, bah, elle cartonne parce qu'elle joue sur la stupidité humaine. Les gens, ils sont cons. Les gens, ils veulent acheter la peur. Et donc, t'as d'un autre côté le discours de la raison. Et moi, je vous dis, soit tu tombes dans le piège des comportements moutonniers, soit tu prends le thème de la raison. Bientôt, je vais commencer à parler de mes nouveaux programmes que je viens de lancer. Je vous invite à vous inscrire sur tami.net, d'accord, pour recevoir mes emails, pour participer à mes masterclass. Je vais bientôt vous parler de tout ça. Je pense qu'on va vivre une période incroyable. Je pense qu'on va rentrer dans un monde de plus en plus chaotique et je pense que c'est un monde où il va falloir être chaud, il va falloir être prêt psychologiquement, il va falloir être pointu techniquement et bien comprendre ce qu'on fait. D'accord? Et quand je vous disais analyse fondamentale, analyse technique, les deux, les amis. Les gens qui me disent « Oh, l'analyse technique, ça ne sert à rien, c'est pas utilisé. » Moi, j'ai travaillé dans des cabinets d'analyse technique, on conseillait Goldman Sachs, JP Morgan, etc. Et les gars, ils payaient plein de fric et c'est pas utilisé par les banques. Moi, encore une fois, je comprends pas
la stupidité de certaines personnes. Je ne comprends pas qu'on puisse être aussi stupide que ça. J'ai bossé, j'ai vu que les gars, ils nous envoyaient des chèques, ils nous envoyaient de l'argent pour leur donner des conseils en analyse technique. Non, l'analyse technique, ça ne sert à rien. C'est là où je me dis, mais bref. Désolé, désolé pour cette parenthèse, mais voilà, parfois, j'avais envie de le dire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-moi exploser les likes. Mettez-moi en commentaire, Tammy, on kiffe. On veut. Mettez-moi des likes et je vous dis à bientôt. Ciao les amis.